de façon très schématique, je sais qu'on aborde ici un sujet très chaud, particulièrement chaud, qui fait la une de l'actualité locale, régionale, nationale et mondiale. Et on ne tranche pas dans un dossier, mais il s'agit ici de vie. Il s'agit d'une thématique qui nous concerne tous, en tout cas de près ou de loin. C'est une thématique avec laquelle il faut évidemment être prudent, mais je voudrais vous encourager ce soir, et je pense que c'est la philosophie de l'association Repère, et d'ailleurs à ce titre je veux encourager et remercier Fatima et Karim pour tout le travail qu'ils font. Je voulais vous encourager à oser vous exprimer. Je pense que c'est intéressant qu'on ait des avis différents, parfois opposés, et c'est ce qui finalement va donner une richesse à cette soirée. Mais je voudrais juste insister sur la nécessité que les échanges se fassent dans une certaine courtoisie. On n'est pas obligé d'être d'accord les uns avec les autres, mais c'est nécessaire qu'on respecte le point de vue des autres. D'ailleurs, c'est ça le vivre ensemble. Et c'est pas trahir ses valeurs, c'est pas renoncer à ses opinions, mais c'est accepter qu'en face de nous, les gens en aient qui soient tout autant respectables que les nôtres. Je crois que la question du radicalisme est en fait un rendez-vous unique que l'histoire nous donne. Ici à Bruxelles, en tout cas. Je pense que c'est un rendez-vous exceptionnel qu'on peut rater si on ne se pose pas les bonnes questions. Et d'ailleurs, certains truquent le débat, soit par flair politique, et j'en sais quelque chose, puis je suis moi-même conseiller politique à la présidence d'un parti, soit on truque le débat pour des raisons électoralistes. Certains le font. Certains enlèvent toute la substance du débat parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils en parlent quand même. Et si vous voulez, finalement, on est dans une confusion des genres. Et moi, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est sur la nature même du radicalisme, de la radicalisation. Et c'est important de le dire dès le départ, qu'en parlant de radicalisation, on ne parle pas d'islam. Je veux que ce soit très clair. En parlant de radicalisation, on ne parle pas d'islam. Et vous voyez comment cette thématique est un peu pernicieuse, parce qu'aujourd'hui, même en le disant, en fait, cela prouve qu'on ne peut plus parler de radicalisation sans parler d'islam. On ne peut plus. Et tout est mélangé. Et c'est parce que les mots, et en temps de crise, c'est décuplé. Les mots ont un poids qui, en temps de crise, sont parfois utilisés à tort et à travers pour des raisons qui ne sont pas forcément les plus nobles. Nelson Mandela était radical. Il était radical, vous connaissez toute son histoire, tout son parcours. Face au gouvernement de l'apartheid, il avait développé une logique totalement radicale. Mais Mandela était radical parce qu'il n'y avait plus d'autre choix. Le dialogue était rompu. C'était sa seule solution, de se replier, de se mettre dans une logique de rupture avec l'autorité, de se radicaliser. Lorsqu'on se radicalise, en fait, on fait exactement ce que Mandela a fait en son temps. Lorsqu'on se radicalise, en fait, on admet que le temps du dialogue est révolu. En se radicalisant, en fait, ce qu'on fait, c'est on dit, il n'y a plus d'autre solution. On est au bout du bout, on est au bout du rouleau. Il n'y a plus d'autre... Le débat n'a plus lieu d'être. Seule la rupture, seul le repli sur soi deviennent et restent souvent, malheureusement, les options. Aujourd'hui, si on parle de radicalisme ici à Molenbeek, il faut se poser au moins une question. Qu'est-ce qui fait que des jeunes en arrivent à se dire que le dialogue est rompu? Qu'est-ce qui fait que des jeunes dans notre société en arrivent à se dire il n'y a plus d'optimisme possible, il n'y a plus de perspective possible pour nous, il n'y a plus d'espace de liberté, il n'y a plus d'espace d'échange. Notre réponse à nous, et ça devient un idéal. Notre idéal devient désormais la rupture, le repli sur nous. Et je le disais tout à l'heure, une société qui se pose les mauvaises questions passera toujours à côté des rendez-vous de l'histoire. Je pense que la plus belle des questions à se poser ce soir, et c'est la première que je vais vous demander d'aborder, c'est pourquoi un jeune? Pourquoi un jeune se radicalise? Et vous l'aurez remarqué,
On parle de ceux qui vont combattre en Syrie et autres. Ce sont souvent et essentiellement que des jeunes. Rien que dire cela est très évocateur. Pourquoi ce ne sont pas des gens de 40, 50 ans qui font le déplacement? Pourquoi cette radicalisation dans les faits et dans l'action ne concerne que les jeunes? Je pense, et je le dis humblement, que c'est parce qu'on touche à une question d'identité, et dès lors, des personnes qui sont en développement de leur identité sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Pour moi, c'est l'une des premières préoccupations qui doit nous concerner. Je crois aussi que l'un des véritables problèmes vécus par nos jeunes, c'est celui du manque de perspective. Dans certains pays où les chiffres sont assez clairs, et c'est le cas aussi pour la Belgique, la plupart de ceux qui font le pas de la radicalisation et éventuellement du djihad, ce sont des jeunes qui pour la plupart, je dis bien la plupart parce qu'il y a des cas où ce n'est pas le cas, qui pour la plupart sont en perte de repères. Ce sont des jeunes qui pour la plupart, je le disais tout à l'heure, ont le sentiment profond, et c'est ancré en eux, qu'il n'y a pas de perspective. Ce sont souvent des jeunes qui sont désœuvrés. Ce sont souvent des jeunes dont le parcours scolaire ou socio-professionnel ressemble plutôt à un échec qu'autre chose. Et c'est souvent dans ce vivier de frustration, dans ce vivier de négativité, que des pensées dangereuses comme celle du radicalisme vont pouvoir se fructifier. Alors, on a deux options dans le débat qui nous concerne ce soir. Au-delà des chiffres, parce qu'à vrai dire, c'est vrai que même si ici à Molenbeek, on a des jeunes qui sont partis, la grande majorité des jeunes qui sont partis de Belgique en Syrie sont en Flandre et pas ici. Il faut aussi le dire, ils sont en Flandre et pas ici. Mais on pourrait se dire, mais alors pourquoi en parler ici? Parce qu'il y a deux options dans ce débat. La première, c'est qu'on se dit, il faut une répression, il faut y aller. Ceux qui reviennent de Syrie, pas de tolérance. Et je vais vous dire quelque chose, je m'inscris assez dans cette logique-là. Mais je pense aussi qu'elle ne suffit pas. Je pense qu'elle ne suffit vraiment pas. Et à ce propos, lorsqu'on parle de cette thématique, on pointe souvent nos responsables politiques en disant « oui, mais ils font rien, ils décident rien, etc. » On peut le tourner dans tous les sens. Il n'y a aucune décision politique, il n'y a aucune réforme, il n'y a aucun projet politique, gouvernemental ou autre, qui à lui seul est en mesure de mettre un terme à cette problématique, qui à lui seul est en mesure de régler ce problème. Pourquoi? Parce que c'est un problème de société. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui ne sera résolu que si chacun prend ses responsabilités. Et oui, je suis en train de vous annoncer que nous sommes toutes et tous responsables de cette situation. Et c'est forcément pas marrant à dire, mais comme je le disais tout à l'heure, soit on se pose les mauvaises questions, et là on est sûr d'avoir les mauvaises réponses, ou soit on essaye d'aborder les problèmes en ne truquant rien et en étant vrai. Aujourd'hui, nous avons un véritable problème dans cette société, et je crois à la prévention. Et la prévention, pour moi, passe essentiellement par l'éducation. Aujourd'hui, un jeune qui s'inscrit dans une logique éducative, qui a un projet dans sa vie, qui sait qu'il va quelque part dans sa vie, qui se donne les moyens, ou à qui l'on a donné les moyens, qui a des perspectives pour demain, qui est dans une logique de construction, franchement, il aura moins de chances qu'un autre de céder à l'appel de la radicalisation. Ça me paraît évident. Dès lors, notre responsabilité est d'encourager une éducation qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Dès lors, notre responsabilité, c'est dans le dialogue d'être constructif. C'est dans le dialogue comme on a ce soir, d'émettre des propositions qui ne sont peut-être pas sexy, qui ne sont peut-être pas vendables, mais qui sont vraies et profondes. Moi, je pense que tant que profondément chacun ne se mettra pas dans le fauteuil de l'acteur, on pourra tourner en rond, on fera des débats comme ceci, mais les choses ne changeront pas. Le véritable problème, c'est celui de l'éducation. Et les éducateurs, ce ne sont pas nos autorités politiques seulement. Les éducateurs, ce sont les écoles, ce sont les familles, ce sont les associations. C'est nous. La question qu'on doit se poser, c'est dans quelle mesure
Est-ce qu'on aide les jeunes à avoir une identité renforcée? Dans quelle mesure on aide les jeunes à avoir une perspective pour demain? Bien sûr qu'il faut une main de fer. Bien sûr qu'on ne peut pas accepter qu'au nom d'une frustration quelconque, on se replie dans la terreur. Bien sûr qu'on ne peut pas négocier avec la barbarie. On ne peut pas dialoguer avec la violence gratuite. On ne peut pas. Bien sûr qu'il faut la fermeté la plus totale. Mais elle doit impérativement être accompagnée, pas d'une politique, mais d'une mentalité, d'un état d'esprit d'éducation. Et là, chacun doit se regarder dans le miroir et chacun doit proposer et mettre des solutions sur la table. C'est ce que j'avais à dire et de dire voilà ce que je dois faire, parce que même quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire, vous voyez que les propositions sont toujours globales et elles visent toujours... Et c'est pas facile. Et c'est facile pour personne. Mais je reste convaincu. Et c'est peut-être dans cette logique-là que je voudrais donner une dernière intervention, personnelle en tout cas, que notre capacité à dialoguer les uns avec les autres, malgré nos différences, est la solution. Et là, je m'avance tout seul. Je ne dis pas l'une des solutions, je dis vraiment la solution, parce que je reste persuadé que l'un des problèmes de notre société, c'est qu'on a une idée toute faite de qui est l'autre bien avant de savoir qui il est. Ce sont des préjugés. C'est que finalement, on va développer, et voilà, il y a une influence des médias, voilà, il y a une influence des familles parfois, des écoles, des fréquentations, etc. Il y a plein d'influences extérieures, bien sûr, cela est vrai. Mais le résultat est que notre regard sur les autres détermine notre capacité à vivre ensemble. Regardez, et je l'avais dit la semaine passée, regardez comment aujourd'hui à Bruxelles, des enfants qui n'ont pas plus de 10 ans, d'une communauté, regardez comment ils ont parfois une idée toute faite sur d'autres gamins du même âge, d'autres communautés, sans les connaître. Franchement, posons-nous la question, est-ce qu'on a réussi le défi de vivre ensemble ici? Est-ce qu'on a... On est dans une région, la région de Bruxelles-Capitale, qui a un potentiel rare, qui a un potentiel unique, c'est sa diversité. Et franchement, tu parlais de couleur tout à l'heure, Jean-Yves, et j'aime bien dire, et je nargue un peu les gens comme ça, je dis, ma couleur à moi, c'est Bruxelles. Regardez-moi de près, c'est Bruxelles. Et vous savez, je pense que le respect, le dialogue, ce sont des valeurs qu'il faut encourager. Et c'est vrai qu'il y a des réformes à faire à tous les niveaux. L'enseignement doit évoluer, les décisions politiques doivent évoluer, tout ça c'est vrai. Le regard que parfois les forces de l'ordre ont sur certaines personnes, tout ça c'est vrai, ça doit changer. Et on peut pas négocier cela, ça doit changer. Mais j'ai voulu juste attirer votre attention sur notre responsabilité à nous, notre regard. Je vous pose une simple question et répondez, gardez-la pour vous, répondez intérieurement. Mais on est ici tous de communautés différentes. Mais regardons nos cercles les plus proches, nos amis. Sont-ils de notre communauté ou sont-ils représentatifs de la diversité de Bruxelles? C'est une question que je vous pose et je vous demande de répondre intérieurement. La réponse à cette question déterminera notre capacité à vivre ensemble. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas ce qu'est Bruxelles aujourd'hui tel qu'on l'a reçu, mais comment on va le transmettre aux tout jeunes qui viennent après nous. Je n'ai pas envie que les enfants d'aujourd'hui, dans 20 ans, lorsqu'ils auront mon âge, vivent dans une société, Jean-Yves, tu en parlais, si cloisonnée que la nôtre. Mais pour que ça change, il faut à un moment donné que, malgré les frustrations, malgré les craintes, malgré parfois le manque de perspective, chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des Bruxellois audacieux. Les Bruxellois audacieux sont des Bruxellois qui, selon moi, sont capables, au-delà de leur contexte, au-delà de leur réalité, d'aller vers les autres. Et je vais vous dire quelque chose, ce ne sont pas juste des belles paroles poétiques. C'est vrai, c'est pas de la naïveté de croire qu'on peut changer les choses lorsqu'on tend la main à un autre. Ce n'est pas de la naïveté. Vous savez, chaque fois que je m'ouvre à des gens qui ont un arrière-plan différent du mien, une culture différente, en fait, je découvre plus, je m'enrichis, mais ça renforce mon identité personnelle.
Et aujourd'hui, on parlait d'identité, de confiance en soi, de perspective. Je crois que le dialogue avec les autres est une responsabilité qui est la nôtre. Qui que nous soyons, quelle que soit notre sphère d'évolution dans la société, c'est une responsabilité qu'on a tous. Et personne ne doit échapper à cette responsabilité-là. Je vais vous donner un simple exemple. J'ai aussi grandi dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus simples socio-économiquement, les plus aisés, les plus confortables. Et j'ai des amis qui ont évolué avec moi dans ces quartiers-là, dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, on a des vies vraiment différentes. Et certains ont eu beaucoup de difficultés dans leur quotidien, dans les révolutions. Et j'ai souvent l'impression que la différence, ce n'était pas une question de potentiel. J'ai souvent l'impression que la différence, c'était simplement une question de regard sur les choses. En fait, on peut avoir un regard de fatalité, de dire il n'y a rien à Molenbeek, qu'on s'en sortira jamais. On peut avoir ce regard-là. Je trouve que c'est le regard de la fatalité. Mais on peut aussi avoir un autre regard. L'optimisme. On peut avoir le regard de l'optimisme et de se dire qu'on ne laissera pas des circonstances ou des contextes parfois très difficiles, parfois très durs, parfois brutaux, définir qui nous sommes. La valeur que nous avons, c'est une certitude qu'on doit avoir en interne. Et c'est pour ça que lorsque tu définissais, Bilal, tout à l'heure, le djihad en tant que combat interne, pour être meilleur finalement, je pense que chacun, musulman ou pas, peut se retrouver dans cette définition-là. C'est un combat que chacun doit mener en interne pour être meilleur. Et je crois qu'être meilleur, aujourd'hui à Bruxelles, passe inévitablement par tendre la main aux autres. Dans votre quotidien, ça ne résoudra peut-être pas tout, mais je vous mets au défi. Avec votre musique, avec vos différentes activités à l'école, avec tout ce que vous avez, avec votre potentiel. Je vous mets au défi d'oser tendre la main aux autres, à ceux qui ne pensent pas comme vous, à ceux qui n'ont pas les mêmes repères que vous, à ceux qui ne croient pas comme vous, à ceux qui ne vivent pas comme vous. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on réussira, selon moi, à construire un beau Bruxelles. Et puis tu sais, Samir, c'est pas grave les appartenances politiques. C'est pas grave. Et je vais dire, non mais ça a toujours été dur. Ça a toujours été dur de vivre ensemble. Ça a toujours été dur. Mais tu sais ce qui rend le vivre ensemble difficile? C'est notre volonté à le faire. Non, mais ce sera un peu plus difficile vu ce qui s'est passé. Pas si toi et moi on décide qu'il ne sera pas difficile.